Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes député droite républicaine des Hauts-de-Seine et membre de la commission des finances. Ce ne sera pas le budget du PS, ce ne sera pas le budget des macronistes, ce ne sera pas le budget des LR, vient de nous dire Pierre Cazeneuve. Vous êtes d'accord avec ça? Ce sera un budget de compromis, vous y êtes prêt? Écoutez, en tout cas, j'espère que ça sera un bon budget pour les Français et qu'il y aura un budget avant la fin de l'année et qu'on ne tombera pas sous le coup d'une loi spéciale avec les incertitudes. On sait qu'une censure ou qu'un mauvais budget, c'est un coût de 12 milliards d'euros supplémentaires pour la France. Quand on cherche 44 milliards d'économies, on ne commence pas par dépenser 12 milliards d'euros supplémentaires. Là, tel que vous le voyez aujourd'hui, c'est un mauvais budget? Écoutez, pour l'instant, on n'a pas de vue globale sur la copie finale. Il reste encore beaucoup de choses à examiner dans la partie recettes et il reste aussi toute la partie dépenses. Ce que nous, on espère avec Laurent Wauquiez et mes collègues de la droite républicaine, c'est qu'on pourra baisser les dépenses publiques, que nos propositions seront étudiées et validées par l'Assemblée nationale, les dépenses liées à l'immigration, les dépenses liées à l'assistanat, pour faire en sorte que le travail paye davantage que les revenus de l'assistance, et puis les dépenses sur toute l'administration, qu'on dit administration administrante, parce qu'il y a beaucoup d'économies à faire, notamment dans ces fameuses agences. Alors, Laurent Wauquiez, il a émis deux lignes rouges. La baisse des dépenses, effectivement, mais aussi pas d'augmentation d'impôts. Or, hier, il a été voté dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale une sorte de retour d'un ISF, une sorte d'impôt non productif. Est-ce que ça, c'est une ligne rouge qui est franchie pour vous et qui fait que vous ne pourrez pas voter ce budget? Écoutez, en tout cas, on s'y est opposé fermement. Je dois dire que les alliances qui sont passées à l'Assemblée nationale ne manquent pas de nous surprendre et de surprendre les Françaises et les Français. Le Rassemblement national vote tantôt avec la France insoumise, tantôt avec le Parti socialiste pour rétablir des impôts ou en inventer de nouveaux, des impôts qui sont en milliards, voire en dizaines de milliards. Jamais on aura autant prélevé dans notre pays. La ministre l'a dit hier soir, on a dépassé les 45% de prélèvements obligatoires, sans compter ce qui a été voté hier. Donc ce sont des records, c'est pire que sous François Hollande. C'est dire si vraiment la France est en train de franchir des paliers. Donc nous, évidemment, nous continuerons à voter contre. Nous avons obtenu de très belles victoires sur l'impôt sur le revenu, sur la défiscalisation des heures supplémentaires, sur la défiscalisation des pourboires. Beaucoup de choses qui vont dans la bonne direction, mais le chemin est encore long avant d'arriver à la fin et de pouvoir avoir une décision sur le vote global. Parce qu'il y a eu une taxe aussi sur les multinationales avec un impôt minimum de 15% qui va donc coûter 26 milliards. 26 milliards, oui. Qu'est-ce qu'on fait avec cette taxe-là? Est-ce que vous allez demander une deuxième délibération? Écoutez, en tout cas, nous allons continuer à nous y opposer. Vous savez qu'ensuite, le budget va partir au Sénat, reviendra dans le cadre de la commission mixte paritaire. Donc nous aurons encore plusieurs occasions de nous opposer à cette taxe et à toutes les autres, parce qu'on a l'impression que ce sont des taxes, la gauche essaye de faire croire, et le Rassemblement national aussi, que ça concerne les ultra-riches, les multinationales, mais en fait, c'est toutes les Françaises et tous les Français. D'abord parce que les grands groupes, ils répercutent sur les petites entreprises et puis sur les consommateurs, mais aussi parce qu'il y a des taxes qui les concernent directement, sur les médecins, sur les parents divorcés, sur les petits épargnants, sur les petits actionnaires. Donc on voit bien que ce sont des millions et des millions de Français, que tout le monde est concerné par ces augmentations d'impôts. Pour autant, la taxe Zuckman et la taxe Zuckman Light, les deux ont été repoussées hier dans l'hémicycle. Vous aviez déposé un amendement qui avait permis de faire tomber cette taxe en commission. C'est un soulagement, j'imagine, pour le républicain que vous êtes? Oui, j'avais fait tomber la taxe en commission et nous l'avons refait tomber hier avec mes collègues de la droite républicaine en séance. J'ai déposé un sous-amendement pour faire finalement la liste des rares choses qui méritaient de passer dans le spectre, et nous avons écarté absolument tout le reste. Donc ce sont évidemment des victoires décisives pour la droite républicaine. Je pense que les Français ont maintenant une bonne vision des choses. Ils savent s'ils veulent moins d'impôts dans notre pays, sur qui ils peuvent compter, à qui ils peuvent faire confiance. On voit que le Rassemblement national est un parti qui est, sur le plan économique et social, particulièrement à gauche, parfois plus à gauche que la gauche. Jordan Bardella allant même à confondre l'impôt sur la fortune financière et un remplacement de la taxe d'habitation. Personne n'a compris ce qu'il voulait dire par là. C'était au 20h de France 2. Voilà, c'est quand même, c'est dire le niveau quand même des gens. Et vous dénoncez parce que les 26 milliards de taxes sur les multinationales a été effectivement voté dans une alliance un peu contre nature entre le RN et le ça, mais également le retour de l'ISF voté hier soir.
Voilà, je pense que les Français maintenant savent à qui ils peuvent faire confiance. Alors pourtant, cette taxe Zuckman qui devait taxer les patrimoines de plus de 100 millions d'euros, finalement, elle n'est pas compensée en fait. Et aujourd'hui, on sait bien que les grandes entreprises font davantage d'optimisation fiscale que les PME, qu'elles payent beaucoup moins d'impôts que les petites et moyennes entreprises. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un rééquilibrage à faire de ce point de vue-là? Écoutez, moi je pense qu'on est dans une espèce de fable qui nous a été racontée sur tous les tons et dans toutes les tonalités par la gauche depuis 3 mois. On nous parle d'injustice fiscale matin, midi et soir, mais je rappelle qu'on est dans le pays du monde le plus taxé. Et encore plus depuis hier soir, on est dans le pays du monde également qui redistribue le plus. Les écarts de salaire dans notre pays, avant redistribution, c'est de 1 à 18. Après redistribution, c'est de 1 à 3. Donc si nous, on est injuste, mais comment sont tous les autres pays du monde? Mais pourtant, à bénéfice égal, les petites et moyennes entreprises acquittent 50% d'impôts de plus que les grandes sociétés. C'est une étude de l'INSEE qui le dit. Moi, vous savez, je pense qu'il faut que les Français quand même aient conscience qu'on a beaucoup de chance que notre système de protection sociale soit financé à ce point par la vie économique et par les entreprises. Non seulement s'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'emploi, mais en plus, s'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de système de protection sociale. Donc on a fait de notre système fiscal une espèce de sac en plastique par-dessus la tête des entreprises. De temps en temps, on fait un petit trou d'air pour leur laisser encore une petite chance de respirer. Et quand ça marche encore, finalement, on se retrouve avec des partis qui sont encore là pour taxer en disant que il y en a qui payent plus que d'autres, moins que d'autres. Eh bien, tiens, on va aligner tout le monde par le haut. C'est pas ça, la vie économique. Notre responsabilité, c'est de baisser la dépense publique pour pouvoir aligner tout le monde par le bas. C'est ça qui devrait se faire. Mais j'observe que tous ces partis sont friands d'une sorte de taxmania et alignent toujours tout le monde par le haut. Alors là, on est dans la partie recettes. Peut-être que dans la partie dépenses, on y verra plus clair sur les économies à faire. On a vu quand même que le Premier ministre avait accordé ou tendu la main au Parti socialiste, notamment en renonçant au 49.3, en suspendant la réforme des retraites. Et il y a aussi une surtaxe d'IS qui a été augmentée pour les grandes entreprises. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le PS est finalement plus écouté que vous à Matignon ? Écoutez, en tout cas, je vois que le Parti socialiste, qui jouait les gros bras, menacé de censure, finalement, hier, n'a absolument rien obtenu. Justement de ce parce qu'ils qu'ils ont obtenu suffisamment de la part du Premier ministre. Écoutez, je pense que c'était pas du tout leur sentiment hier. Ils faisaient triste mine. Ils avaient l'air vraiment hyper contrariés. Mais moi, je veux dire, il faut qu'ils soient raisonnables. Ils ne peuvent pas être dans le chantage fiscal systématique. Ils ne peuvent pas avoir une liste de courses qui continue à s'allonger au fur et à mesure des négociations avec le Premier ministre. Ils font en réalité, avec Sébastien Lecornu, ce que Marine Le Pen a fait avec Michel Barnier. On négocie, on négocie, on négocie, on obtient des choses et c'est jamais suffisant. C'est pas ça le compromis. La vérité, c'est la vraie question. Est-ce que le Parti socialiste cherche le compromis ou essaie d'imposer le programme de la France insoumise et du nouveau Front populaire ? Que ça va se terminer comme pour Michel Barnier ? Écoutez, j'espère pas. J'espère pas dans l'intérêt, non pas de Sébastien Lecornu, mais dans l'intérêt de la France. Parce que je crois pas que l'instabilité, elle soit bonne pour ceux qui veulent acheter une voiture, payer les études de leurs enfants, acquérir un appartement. L'instabilité, c'est la dégradation de la note de la France. La dégradation de la note de la France, c'est l'augmentation des taux d'intérêt et le renchérissement de tous les projets des Français et des entreprises. Pourtant, on a bien vu hier qu'après l'échec de la taxe Zuckman et de la taxe Zuckman Light, le Premier ministre a à nouveau cédé sur le dégel des pensions de retraite, sur le dégel des minima sociaux. Ça veut dire que le Premier ministre est dans la main des socialistes, non ? Non, ça veut dire que dorénavant, c'est sur la partie dépenses, et d'ailleurs, il l'a très bien expliqué lui-même, le Premier ministre, c'est sur la partie dépenses qu'il va falloir davantage travailler. On voit que les Français, il en a pris acte, n'en peuvent plus des prélèvements supplémentaires, n'en peuvent plus des impôts en plus ou des réductions de leur pouvoir d'achat. Et nous, on les comprend. C'est la raison pour laquelle on est persuadé qu'il faut baisser la dépense publique. Et il y a de la marge. Je rappelle qu'on dépense dans notre pays 350 milliards d'euros de plus qu'en 2019. Donc ça ne correspond absolument pas à l'évolution de l'inflation. On a la marge de manœuvre pour baisser la dépense publique. Il y a la retraite, la suspension de la réforme des retraites qui est dans le budget de la sécurité sociale. Ça a été adopté hier en commission. Que va faire votre groupe sur ce texte ? On se souvient que 19 députés LR avaient censuré Elisabeth Borne. Alors,
Quelle est la position, quelle est la ligne véritablement de la droite sur cette réforme ? Nous n'avons pas changé d'opinion. Nous considérons qu'il faut tenir compte de l'évolution de l'espérance de vie. On est dans un pays où on a la chance de vivre de plus en plus longtemps. Qui ne pensait pas ça. Mais bien sûr, parce que tous ces débats, ils fracturent tous les Français. Et les députés du groupe de la droite républicaine, ils ne sont pas différents. On est tous pleins de contradictions. Parce que bien sûr, on voit bien que pour un certain nombre de Français, c'est difficile de continuer à travailler davantage. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est tenir compte de la pénibilité, tenir compte des carrières longues, tenir compte des situations des femmes qui ont eu des carrières hachées parce qu'elles ont donné la vie à un ou plusieurs enfants. Donc tout ça, ça doit être pris davantage en compte. Mais globalement, quand on voit que dans toute l'Europe, on est en train de passer à 65 ans, à 67 ans, voire pour certains pays à 70 ans, d'ici à 2040, on se dit que nous, on ne peut pas faire le chemin inverse. Bien sûr, tout le monde préférerait partir à la retraite à 55 ans, à 50 ans, pouvoir... à condition d'avoir une retraite. Bien sûr, donc on voit bien que si on continue à aller dans la mauvaise direction, ce sont les retraités qui vont payer, ou les actifs d'aujourd'hui qui sont des futurs retraités et qui n'auront pas la retraite qu'ils espèrent. Donc ce que vous nous dites, c'est que l'ensemble du groupe droite républicaine s'opposera à cette suspension. Écoutez, moi, je suis allé plus loin. J'ai déposé un amendement pour indexer la durée de cotisation sur l'espérance de vie. Parce que tous les ans, tous les 5 ans, tous les 6 ans, on est obligé de refaire une nouvelle réforme parce que finalement, la précédente n'était pas suffisante. Moi, je souhaite qu'on n'ait plus à y revenir et qu'on fixe la durée de cotisation, branche par branche, pour tenir compte de la pénibilité, sur l'espérance de vie. Ça veut dire que vous ne tenez plus compte de l'âge, finalement ? Non, je pense que l'âge, ce n'est pas la bonne variable d'ajustement. Selon qu'on a un travail... C'est un changement à oui, droite. Je pense que c'est une question importante. D'ailleurs, on voit que... Parce que quand on parle uniquement de l'âge... C'est la réforme Touraine, finalement, les durées de cotisation. Quand on parle uniquement de l'âge, tout le monde se projette et se dit, mais dans quel état je serai à tel âge ou à tel âge ? Et donc, ça crée une forme de blocage psychologique. Et je pense qu'il faut être tout à fait concret. Mais si, dans 20 ans, on vit encore plus longtemps... Vous savez, c'est très simple. En 1970, il y avait 4 cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, c'est 1,5. Demain, 1,3. Après-demain, 1 pour 1. Et quand il y aura moins de cotisants que de retraités, qui va payer ? Vous dénonciez tout à l'heure les alliances du Rassemblement national et de la gauche. Et pourtant, cette semaine dans l'hémicycle, on l'a vu, les députés de droite ont permis l'adoption d'un premier texte RN à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est historique. Vous savez, la politique, ce sont aussi des symboles. Ça ne vous gêne pas d'avoir contribué à cette victoire du RN ? Écoutez, je ne sais pas qui a permis quoi, mais moi, je pense plutôt que le Rassemblement national a permis à des textes qui avaient été déposés par la droite républicaine de passer. Quand on a défendu nous-mêmes un certain nombre de mesures, pourquoi devrions-nous ? Parce que tel ou tel, d'autres partis que nous déposent exactement les mêmes textes, nous y opposer. Je pense que ça serait une attitude particulièrement politicienne. Les Français n'en peuvent plus de la politique politicienne. Ils veulent des résultats concrets. En l'occurrence, il s'agissait d'une résolution sur les accords de 1968, les accords franco-algériens. Je veux dire, on est humilié en permanence par le régime algérien. Il n'y a aucune raison de continuer avec des privilèges pour ce régime. Donc vous assumez d'avoir joint vos voix à celles du Rassemblement national. Mais quand le Rassemblement national dit exactement la même chose que ce que nous avons dit par le passé, il serait particulièrement politicien de notre part ou de la part d'autres partis. J'observe que le parti Horizon, d'ailleurs, a voté comme nous ce projet de résolution. Il serait particulièrement politicien de ne pas le faire. Et nous ne faisons pas la politique politicienne, nous faisons la politique au service des Français. Merci Jean-Didier Berger d'avoir été avec nous ce matin.